Une fois que tu as compris à quel point un champignon c'est fin, tu peux comprendre la base de l'écologie de tous les écosystèmes. C'est quoi la base de l'écologie de tous les écosystèmes? Les plantes ne boivent pas par leurs racines. Tous les arbres qui sont autour de vous n'absorbent rien par leurs racines. Et quelqu'un qui nous résume ce qu'on s'est dit sur la physiologie d'un arbre, ici, parce que là on l'a en vrai. Au centre, c'est du bois mort. Au centre, c'était du bois mort, qui normalement joue quel rôle? Stabilisateur. Structure. Pourquoi il est mort et pourquoi il joue un rôle de structure? Il a été vivant. Quand il était vivant, il jouait quel rôle? Transporter la Ça, sève. c'était le jeune arbre. Hein, ici, il y avait un jeune arbre, puis un arbre plus loin. Voilà. Et tout ça, c'est des tuyaux pour transporter la sève. Pourquoi c'est mort? Voilà. On a rempli les tuyaux avec de la résine 3D. Tout ça, c'est bloqué. Donc, c'est hyper solide. Hein, c'est les deux grands composants des parois cellulaires végétales. La cellulose. Cellulose, donc fibre longue, l'identique dans un composite des fibres de carbone, et la lignine. Donc quand tu as des très grandes fibres organisées en tubes, noyées dans de la lignine, tu as un truc super solide. Mais il n'y a plus rien qui peut circuler. Donc il n'y a aucune défense immunitaire possible. Si un champignon rentre dedans. Ah mais il peut tout détruire. C'est très exactement ce qui s'est passé. On a dit, là, on a le bois de cœur qui est mort. Là, on a l'aubier qui est vivant. Et juste entre l'aubier et l'écorce, ici, on a une couche de cellules. Donc c'est une assise cellulaire qui s'appelle le cambium qui se divise. Il a quel âge cet arbre? Alors si on était patient, on compterait quoi. Sauf que là, franchement, donc, vous connaissez le coup des cernes de croissance. Alors, sur celui-là, c'est pas hyper net. Hein. Donc là, si vous vous penchez et que vous regardez, vous voyez bien ici des alignements de gros tuyaux. Alors, regardez, ça vaut le coup, parce que quand je vous dis que c'est des tuyaux, ça se voit à l'œil nu. Hein. On peut sortir les loupes après. Mais voilà. Donc, quand tu es un peu patient, tu comptes. L'ordre de grandeur, c'est quoi là? Il a plus qu'un siècle, ça c'est sûr. Et très vraisemblablement moins de 2. Donc on est tous d'accord que ce chêne, avant d'avoir 150 ans, il a été grand comme ça. Donc il avait des branches basses. Lui, il avait des branches basses, là sur là où il y a un fût sans branches, il y en a eu forcément, parce qu'il a été petit. Elles sont sous l'écorce. C'est tombé. Bah, déjà, on est d'accord qu'elles y sont plus. Donc elles sont tombées. Donc il y a une partie de la branche qui est tombée, parce qu'elle est morte, et une partie de la branche qui était par l'intérieur. Alors là, si on avait le temps de creuser un peu partout, on finirait par trouver à l'intérieur, on le disait, hein, tous les arbres sont autobiographes, il y a des branches qui sont à l'intérieur de l'arbre, et l'arbre a grandi en avalant la branche morte. Et donc le fait de perdre les branches basses est un phénomène absolument naturel. Et ça continue, c'est-à-dire que quand les arbres montent, bah après... alors, juste, est-ce qu'on est dans une forêt ici? Ah, c'est marrant ça, oui, c'est bien qu'on commence par ça. Pour vous, on est dans une forêt. Ou tu vas mettre plus loin? Bah, Non, pas vraiment, parce qu'il y a quand même des branches assez basses. Les forêts, les branches sont vraiment beaucoup plus hautes. Parce qu'elles sont plus resserrées. alors, on peut discuter effectivement de ce qui fait la forêt. On va en discuter pas mal de fois. Mais bon, ok, il y a plusieurs arbres. Donc on va dire que c'est un boisement. Ça, c'est sans négocier. À partir du moment où il y a plusieurs arbres, tu es dans un boisement. Ils sont comment les arbres autour de vous, quoi? C'est quoi les deux gros points communs des arbres qui sont autour de nous? Faites simple, hein, vous vous souvenez de mes courbes qui montent et qui descendent? Moi je veux des... Ah, c'est marrant que tu dises ça, ils sont grands, bah c'est des arbres quoi. Ouais. Mais enfin, le truc qui frappe pour quelqu'un qui a vu plein de forêts, c'est que ils sont plutôt chétifs. Il faudra vérifier, mais ils ont pas beaucoup de vigueur. Mais le truc le plus simple que vous pouvez voir, je veux dire, pensez courbe qui monte et qui descend. C'est quoi l'observable le plus basique de basique qu'il y a autour de nous? Ils sont plus gros ou ils sont plus petits que celui-là? Ils sont tous plus petits que celui-là. Celui-là, il a quel âge? On a dit de l'ordre de 150 ans. Autrement dit, Ils sont assez jeunes. il n'y a que des mômes ici. Donc,
on est dans un peuplement qui est extrêmement jeune. Un peuplement qui est extrêmement jeune, ne peut pas vraiment être qualifié de forêt. Le truc, c'est qu'en fait, on voit le ciel. Dans une forêt, si tu vois le ciel, c'est que tu n'es pas vraiment dans une forêt. Ou alors, tu es à un endroit où il y a un vieil arbre qui est tombé, mais on voit que c'est un truc un peu différent. C'est la tronçonneuse qui a fait tomber un arbre, et voilà, on est encore trop près. On va aller dans une forêt, on est dans un boisement. Ce que je voudrais juste, c'est qu'on arrive à trouver un endroit où le boisement il est assez dense pour qu'il n'y ait pas de ronces. En fait, je suis pas sûr qu'on va y arriver. On va le faire autour. En fait, ça va être, on va se balader juste tout ça. Si tu vois le ciel, tu peux pas marcher en bas. Vous verrez, c'est une corrélation, ça marche à tous les coups. Si tu peux pas passer, c'est que tu vois le ciel. Si tu vois le ciel, c'est que tu peux pas passer. C'est toujours pareil. Et on verra tout à l'heure que c'est pas pareil quand c'est une forêt mature. Donc, on va se disséminer, mais dans un rayon de 50 mètres, pour accéder au sol, dans un endroit où on se pique pas trop sur les ronces. Plusieurs petites... Un des trucs qui est intéressant si tu veux classer les bestioles, d'un point de vue un petit peu naturaliste, c'est qu'il faut compter les pattes. Jusqu'à 14 tu comptes, et après tu appelles ça un plein de pattes. Ça s'appelle un myriapode. Un myriapode, ça veut juste dire plein de pattes. Mais déjà pour compter 14, faut bien regarder. Parce qu'en dessous de 14, ils sont classés par nombre de pattes. Donc ça vous permet de compter les pattes. Okay, chacun se prend un binôme, une feuille, une boîte loupe, une loupe, et vous essayez de trouver la faune du sol. On voit si on trouve des mycéliums, et éventuellement on jette un œil à ce que c'est que la réelle structure d'une mousse, et pourquoi elle peut vivre sans racines. Ça marche? Et dans 10 minutes, on partage ça tous ensemble. Je me rappelle plus ce que c'est un mycélium, on a peut-être déjà vu. Ah ouais, donc si vous voyez des filaments blancs, et qui sont dans le sol, il y a des chances que ce soit un corps de champignon. Ça fait quel diamètre un if de mycélium est constitué de milliers de kilomètres d'if? On est à 10 microns. Les 10 microns, ça se voit pas à l'œil nu. Et donc, ce qu'on cherche dans l'idéal, c'est un espèce de nuage cotonneux blanc flou. Okay. Si vous voyez un filament blanc bien distinct, ça s'appelle un rhizomorphe. C'est-à-dire c'est un champignon qui a tressé des milliers d'ifs pour former un gros filament. Si tu le vois à l'œil nu, c'est que c'est pas un if. Okay. Ce qui nous intéresse, c'est là où les rhizomorphes deviennent une espèce de nuage flou. Là, tu mets une loupe à fort grossissement dessus et tu verras ce que c'est que le corps d'un champignon. C'est parfait. C'est absolument parfait. C'est exactement ça qu'on cherche. Donc si vous passez les filaments qui sont là, vous allez très bien voir justement la différence entre un rhizomorphe, les endroits où on voit le filament de manière individualisée, et l'endroit où ça se divise en if. Donc là, on a un super échantillon d'if, un mycélium qui se divise. Donc si jamais il y en a qui n'en trouvent pas, vous pourrez faire passer celui-là. Une fois que tu as compris à quel point un champignon c'est fin, tu peux comprendre la base de l'écologie de tous les écosystèmes. C'est quoi la base de l'écologie de tous les écosystèmes? Les plantes ne boivent pas par leurs racines. Tous les arbres qui sont autour de vous, n'absorbent rien par leurs racines. Les racines des arbres servent à tenir l'arbre. À s'ancrer, il faut tenir debout. Et on se souvient que c'est pas si simple que ça. Il y en a un quand témoigne là-bas, il apparaît ici. Quand tu es super haut dans un truc mou et que tu as une surface de prise au vent gigantesque au bout d'un bras de levier de dingue, on a reparlé des effets structurels, c'est pas rien. Donc il y a besoin de s'ancrer. Stabilité, d'où le disque de racine. Et c'est quoi l'autre usage des racines? Connecter avec les... Et faire du commerce avec les champignons. Le commerce entre les champignons et l'arbre, c'est toutes les fonctions vitales d'un arbre lui demandent du sucre, et lui, il donne un tiers de sa ressource la plus vitale à une espèce différente. Donc ça, c'est la première leçon stratégique de l'écosystème, c'est les échanges sont structurants, on a dit c'est 95% des plantes qui vivent comme ça. 2, les ordres de grandeur sont pas négligeables. C'est quoi le cœur du conflit? Les pins. Et ils viennent d'où les pins? Les pins sont importés. Et donc, ce que je veux mettre en avant, c'est que ce qui est aujourd'hui une réserve de biodiversité et de fait l'espace où ça fait le plus longtemps qu'on n'a pas d'intervention humaine à disposition,
son histoire est extrêmement complexe, puisqu'elle a été protégée sur des arguments qui étaient très différents, qui étaient il nous faut des trucs pour peindre et pour préserver l'âme de la patrie. Néanmoins, c'est parce qu'on a eu ce type de discussion il y a un siècle et demi qu'aujourd'hui on peut avoir une petite idée de à quoi ressemble une forêt auquel on ne touche pas. Si on s'arrête 2 secondes, ça ressemble à quoi une forêt auquel on ne touche pas? Et le premier truc, c'est il y a des arbres par terre. Voilà, ça c'est vraiment le truc. Si vous allez voir la plupart des forêts exploitées, c'est pas le cas. Ça a besoin de quoi une plante pour pousser? De matière organique. Ouais, alors les sols Ah se bah structurent non, oui. beaucoup mieux avec de la matière organique, mais enfin, si on revient, pareil, hein, on est sur des concepts de base. Une plante, ça pousse avec quoi? Eau et minéraux. De l'eau et des minéraux. Et dans un sable qui est de la silice à 99,9%, il y a quoi? Bah, pas grand-chose. Il n'y a pas de minéraux, et l'eau, elle fout le camp. Donc les sables de Fontainebleau, ils sont réputés pour être un sol Infertile. extrêmement pauvre. Or, le premier truc qu'on a vu quand on s'est arrêté sur la première station, je vous ai dit, face à la richesse des sols forestiers, il y a 2 grandes stratégies. La stratégie historique, c'est Tout couper. on coupe et on cultive. Mais la motivation pour couper et cultiver, Ah, il faut que ce soit rentable. c'est de récupérer un sol fertile. Est-ce que ça vaut le coup de couper et cultiver pour récupérer un sol à 99,9% de silice? Non. Donc en fait, si on a une forêt ici, c'est très notablement parce qu'on a un sol très pauvre dessous et ça valait pas le coup de défricher. Et en fait, c'est une caractéristique générale. En France, tu as des forêts anciennes, là où tu as des sols peu propices à l'agriculture, soit parce qu'ils sont très pauvres, soit parce que c'est très en pente. Et donc, en fait, la géologie du lieu crée doublement le paysage qu'on voit. D'un côté, parce que ça a préservé la forêt de l'agriculture, puis ça a inspiré les artistes romantiques qui ont pu s'opposer à l'ENF, et donc on a fini par proposer le truc et pas mettre des pins partout. Donc vous voyez qu'il y a des liens entre géologie et paysage, même s'ils sont parfois plus indirects qu'on le croirait. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I think plans would come true. And I think my whole life loving you. Life could be a dream.